pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Mesdames et messieurs fidèles du rendez-vous des idées, bienvenue dans ce nouveau numéro du point littéraire. Le droit est souvent perçu comme une architecture rigide, mais il faut mettre en avant notamment toute une matière vivante, portée par des hommes et des femmes dont l'engagement définit l'équilibre de notre société. Pour explorer ces mécanismes, nous recevons aujourd'hui un invité dont le parcours force l'admiration et dont l'expérience est le socle même de ses écrits. Magistrat de 4e grade depuis 2013, notre invité a embrassé la magistrature camerounaise dès 1987. Son itinéraire est une véritable carte géographique de notre système judiciaire. Des parquets de la République comme substitut du procureur au siège de juge et de procureur dans plusieurs juridictions du pays. Pionnier, il a fait partie en 2012 des tout premiers magistrats sélectionnés pour donner vie aux tribunaux administratifs alors en pleine création. De Garoua à Boya en passant par Yaoundé, il exerce avec la rigueur que demande la justice de proximité et la haute administration. Nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Mathieu Tanqueux, actuellement juge au tribunal administratif de Garoua, qui vient nous présenter deux ouvrages majeurs nés de ces décennies de pratique. Les voies de recours dans les contentieux administratifs et électoraux au Cameroun, un ouvrage qui dissèque les tares et les réformes de notre système pour offrir des pistes de solutions concrètes. Le deuxième livre, Les fondements divins du serment, le cas du magistrat, une plongée fascinante dans la dimension sacrée et éthique de la fonction de juge. Monsieur Mathieu Tanqueux, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de Royal FM et du Point littéraire. Bonjour Monsieur Jean-Jacques. Bonsoir également à vos nombreux auditeurs. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez à votre actif plusieurs ouvrages. Tout à l'heure, j'ai cité Les fondements divins du serment. Il y a la première version en 2012, la réédition en 2026. Il y a à la découverte du village Sedam Banjoun. Il y a les voies de recours dans les contentieux administratifs et électoraux du Cameroun en 2024. Il y a le problème émergent du contentieux administratif au Cameroun en 2022. Cour suprême du Cameroun en 2023. Alors, vous êtes magistrat depuis 1987. Qu'est-ce qui vous a, dans la pratique quotidienne au tribunal administratif, vous a finalement convaincu qu'il était peut-être urgent et temps d'élaborer des guides, des livres à ce sujet? Merci Monsieur Jean-Jacques. Je dirais que j'ai d'abord été juge judiciaire avant de me retrouver juge au tribunal administratif. Disons donc, pour simplifier les choses, le tribunal administratif, c'est celui qui s'occupe des litiges entre les citoyens et l'administration. Donc, la grande différence entre le juge judiciaire et le juge administratif, c'est que le juge administratif a des coudées beaucoup plus franches. Parce qu'au-delà des textes qu'il est obligé d'appliquer, il peut aller chercher les solutions dans la Constitution ou bien aller même plus loin, chercher dans les principes généraux du droit et voire même pas dans les traités que le Cameroun a ratifiés. Et c'est donc dans ce cadre que, étant au tribunal administratif, je vous rappelle que les tribunaux administratifs
exerce des compétences qui naguère été exercées par la chambre administrative de la Cour suprême. Oui. Donc quand les tribunaux administratifs sont entrés en fonction, c'est-à-dire il y a 10 tribunaux administratifs dans notre pays, il y a eu des nouvelles façons de faire. Parce que les juges étaient plus jeunes, ils étaient formatés, et puis ils n'avaient plus forcément la même vision des choses que les aînés de la Cour suprême. C'est donc comme ça que dans leur activité, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de problèmes, de controverses qui naissaient. Et c'est le point de départ de ma réflexion sur les problèmes émergents du contentieux administratif. Oui. Donc le deuxième livre également que j'ai commis sur le contentieux administratif, c'est celui des voies de recours dans le contentieux administratif et électoral. Tout à fait. Le livre sur la recherche sur les voies de recours dans le contentieux administratif m'ont pratiquement été commandés, 1, par des amis avocats, 2, par des aînés, 3, par des greffiers, parce que tout ce monde-là éprouvait des difficultés dans l'exercice, dans l'implémentation des voies de recours. Oui. Il était donc question d'essayer d'inventorier ces difficultés, analyser et puis, dans la limite du possible, faire des propositions au législateur qui a la possibilité de remettre en ordre ce qui peut paraître ne pas l'être. Dans ce cas. Alors, si on ouvrait d'abord ce livre, Les voies de recours dans les contentieux administratifs et électoraux au Cameroun, alors, dans votre 4e de couverture, vous parlez d'un contentieux administratif resté embryonnaire pendant 40 ans. Comment expliquez-vous que les citoyens camerounais aient encore parfois peur ou ignorent comment attaquer une décision de l'administration? Justement, les tribunaux, l'entrée en vigueur des tribunaux administratifs a constitué une véritable révolution. Parce que justement, jusqu'en 2006, et donc 2012-2013, tout le contentieux administratif était concentré à Yaoundé, à la Cour suprême. Oui. Ce qui fait qu'il était donc difficile pour les citoyens qui se trouvaient en arrière-pays de venir à Yaoundé. Suivre un dossier. Oui. Et puis, la matière étant assez technique aussi, la vulgarisation n'était pas faite. Donc, lorsque les pouvoirs publics ont décidé de créer des tribunaux administratifs qu'on appelle des tribunaux de proximité, oui, ça a permis de ramener la justice des justiciables et le personnel du tribunal étant, comme je l'ai dit plus tantôt, jeune, ambitieux et formaté à cet effet. Ils n'avaient forcément pas la même vision ou bien la même vision, la même vigueur. Puis comment elles sont dit encore, les mêmes aptitudes que les aînés. Oui. Donc il y avait une nouvelle façon de faire, oui, ce qui a nécessairement provoqué des malentendus, des petites controverses et ainsi de suite. C'est l'ensemble de ça qui m'ont poussé à aller dans les recherches, essayer de comprendre le pourquoi de telle chose ou bien de telle autre, et puis afin d'exposer au grand public ce que les tenants et les aboutissants de tel ou tel problème précis. Et il y a clairement une volonté de combler un vide de savoir et de connaissances, mais à qui s'adresse prioritairement ce livre? Est-ce un manuel pour vos confrères ou alors une arme juridique pour le citoyen lambda? Le contentieux administratif, il est excessivement technique. Oui. C'est un peu comme la création des TA visait effectivement à rendre ce contentieux accessible au grand nombre. Et comme je l'ai dit, l'exercice des voies de recours suppose qu'à la base, il y a eu un jugement rendu. Et puis, la voie de recours permet donc de contester cette décision devant la juridiction supérieure. Donc, le livre, en premier lieu, s'adresse à mes collègues juges, il s'adresse aux avocats, il s'adresse aux greffiers et il s'adresse au grand public, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent se retrouver intéressés par les problèmes devant les juridictions administratives. Vous séparez notamment les recours ordinaires comme l'appel, des recours extraordinaires. Pouvez-vous expliquer simplement la différence? Et dans quel cas un citoyen doit-il utiliser le pouvoir en cassation? Disons pour être beaucoup plus proche du citoyen moyen, que le tribunal administratif a cette particularité qu'il rend des décisions de deux ordres.
il y a certaines décisions qui sont rendues en premier ressort. Oui. Lorsque la décision est rendue en premier ressort, elle peut faire l'objet d'un appel. Oui. Mais lorsque la décision est rendue en premier et dernier ressort, la seule voie de recours ouverte reste le pouvoir en cassation. Oui. C'est un peu ça. L'urgence du référé avec le chapitre 3 dans votre livre, vous traitez du contentieux de l'urgence. Pourquoi est-il si vital, notamment dans le cadre électoral, que la justice puisse décider très vite? Disons que en matière électorale, c'est un pan différent du contentieux ordinaire. Donc je n'aimerais pas qu'on mélange les deux. Les deux. Parce que là, non seulement on n'arrivera pas à se faire comprendre, mais on pourra créer une confusion dans l'esprit. Le référé, les procédures d'urgence, c'est des procédures commandées par une urgence, comme on dit. Donc il y a urgence et nécessité de rendre une décision. Oui. En attendant que le procès en cours ne suive son cours. Oui. C'est dans des cas comme ceci qu'on parle du référé ordinaire devant le juge administratif. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire votre maison. Vous vous rendez compte que si vous laissez la personne détruire, le dommage sera grand et difficilement réparable. Tout à fait. Vous pouvez donc aller voir le juge administratif, lui dire d'interrompre ces travaux en attendant qu'on règle au fond le problème de la propriété du terrain. Ça, c'est le cas, par exemple, de référé. La même chose pour l'ordonnance de sursis. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on rend une décision à votre égard, vous estimez que la décision ne vous arrange pas, mais que vous pouvez la contester devant le juge du fond. En attendant que la procédure du fond soit engagée et aille jusqu'à son terme, vous pouvez demander au juge de suspendre les effets, c'est-à-dire que d'arrêter provisoirement les effets de cette décision. Oui. Si c'est pour le cas de la maison qui est détruite, vous demandez au juge de statuer rapidement pour que votre maison ne soit pas totalement détruite. Ou bien si vous vous rendez compte que l'administration a délivré un titre foncier sur votre terrain et que vous entendez contester, vous pouvez demander au juge de suspendre les effets de la décision de l'administration qui attribue votre terrain à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la procédure de sursis à exécution. On a souvent l'habitude d'entendre dire que l'administration ne perd jamais. Non, l'administration perd et perd très souvent. Et parce que dans un système normal où tout le monde est soumis au droit, c'est l'état de droit, l'administration, et comme tout le monde est soumis à la loi, et l'administration peut perdre quand il arrive qu'elle se retrouve du mauvais côté. Alors, le défi d'appel, si on en parlait un peu, vous mentionnez la nécessité de la création des cours administratives d'appel. Est-ce là, selon vous, le principal chaînon manquant pour une justice administrative plus efficace au Cameroun? On pouvait répondre à cette interrogation par l'affirmative, c'est-à-dire que en l'état, le tribunal, la juridiction administrative n'a que deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a les tribunaux administratifs et la chambre administrative de la Cour suprême, qui joue en même temps le rôle de juge d'appel et de juge de cassation. Or, si on veut se référer un peu à ce qui fait dans le judiciaire, il aurait été bien qu'il y ait un juge d'appel différent du juge de cassation. Oui. Ça aurait été l'idéal. Mais quand on essaie de regarder dans l'ensemble, on se rend compte que l'état actuel ne permet pas qu'on puisse véritablement créer des juridictions d'appel pour la simple raison que le contentieux n'est important que dans les grandes métropoles. Quand on se retrouve en arrière-pays, le contentieux, il est presque rare. Et puis, si déjà les tribunaux de ces juridictions n'ont pas grand-chose à faire, à plus forte raison, créer des juridictions d'appel, on n'en ferait que ajouter un problème sur un autre déjà existant. Il faut dire que tout à l'heure, vous avez précisé qu'il est bon de mettre le contentieux électoral d'un côté pour ne pas faire l'amalgame dans la compréhension de nos auditeurs. Mais en quoi est-ce que les recours lors d'une élection diffèrent-ils d'un litige administratif classique? Est-ce que
les délais dont sont notamment le principal obstacle pour les requérants. Là, nous sommes dans le contentieux électoral. C'est un contentieux spécial. Oui. Et puis, bien évidemment, en raison des délais qui s'imposent aux différentes parties, c'est un contentieux dont la solution doit être urgemment donnée. Donc, il n'y a pas que... Comment elles sont dit encore? Ce n'est pas seulement les délais. À la base, il faut pouvoir réunir les preuves pour pouvoir appuyer le litige qu'on veut engager. Or, très souvent, les élections se passent les jours non ouvrables. Oui. Pour constater, il faut aller voir un huissier pour qu'il puisse constater et autres avec beaucoup de il y a beaucoup de lourdeur. De lourdeur. Oui. Ce qui fait que le délai est certes l'un des obstacles, mais il n'est pas C'est pas le seul. Alors, vous n'hésitez pas à pointer du doigt les insuffisances de certains instruments légaux. Si vous aviez le pouvoir de changer une seule loi demain pour améliorer les recours, eh bien, laquelle serait-ce? Pour améliorer les recours. Je veux dire, le contentieux administratif en l'état est régi par deux textes. Il y a le texte 2006/022 qui régit les tribunaux administratifs et il y a le 2006/016 qui régit la chambre administrative de la Cour suprême. Oui. Ça, c'est dans les deux textes qui régissent au premier degré le contentieux administratif. Mais au-dessus, il y a la Constitution. Donc, sur le plan purement technique, les deux textes, c'est-à-dire ceux qui régissent les tribunaux administratifs et la Cour suprême, c'est les deux qui peuvent être intéressés par une réforme au premier une amélioration. D'amélioration. Mais, au-delà de la Constitution, il y a le Code électoral, qui pose pas mal de difficultés presque à tous les intervenants. Oui. Donc, même si on veut rendre fluide l'ensemble du processus électoral, il faudrait voir les implications et de la Constitution, les implications et du Code électoral, et puis pour que tout puisse se rejaillir sur les textes qui régissent les tribunaux de base. Municipales et législatives approchent à grands pas, et peut-être un peu comme on l'a vécu aux élections présidentielles, on va faire recours notamment au droit pour pouvoir trancher. Il y aura certains recours. Pour ne pas se retrouver, vous avez notamment parlé dans votre livre de plusieurs années, en 2011 et autres, il y avait eu quelques amalgames, la Cour a saisi, plusieurs saisissaient plusieurs tribunaux en même temps pour ne pas se perdre un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il faut notamment éviter comme piège en ce qui concerne les recours lorsqu'on aura des contentieux, aussi bien un contentieux post-électoral ou préélectoral? Disons que pour le confort de l'auditeur, il faut préciser que dans notre environnement, il y a deux contentieux électoraux. Le contentieux électoral local et le contentieux électoral national. Le contentieux électoral local concerne les municipales et les régionales. Ces deux contentieux sont de la compétence des tribunaux administratifs. Oui. Et les décisions rendues en ces matières peuvent faire l'objet d'appels au niveau de la chambre administrative. Tandis qu'en ce qui concerne le contentieux électoral national, il y a les élections des députés, des sénateurs et du président de la République, qui relève de la compétence du Conseil constitutionnel. Oui. Bon, donc, vous savez que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de voie de recours. Oui. Donc, il est arrivé, quand les tribunaux administratifs ont été mis en état de fonctionnement, ils ont eu à connaître du contentieux municipal de 2020. Oui. Et ce qui nous a poussé à faire les recherches concernant, c'est que les tribunaux administratifs ont rendu des décisions de deux ordres. Certains ont rendu leurs décisions en premier ressort,
D'autres ont rendu leur décision en premier et dernier ressort. Et comme je vous ai dit plus tôt, quand on rend en premier ressort, ça veut dire qu'on ne peut que faire appel. Quand on a rendu en dernier ressort, ça ne peut que faire l'objet du pouvoir. Donc les décisions des tribunaux ayant été contradictoires sur la nature de la décision, les avocats et leurs parties étaient perdus. Ils ne savaient pas dans quel cas il fallait faire appel, dans quel cas il fallait faire pouvoir. Dans certaines situations, par prudence, certains ont fait user des deux voies de recours à la fois pour éviter d'être totalement mis hors de cause devant la chambre administrative. Donc à la fin, tel que la chambre administrative a résolu le problème, elle a dit non. C'est à tort que certains avaient rendu leur décision en dernier ressort. Tous les textes sont unanimes sur le fait qu'on devait rendre plutôt en premier ressort. Et donc il n'y avait que l'appel à faire. Comme résultat, donc, tous ceux qui avaient fait pouvoir ont perdu d'office. Et on a examiné que les recours qui avaient fait l'objet d'appel. Et puis il fallait donc que ce point de droit soit fixé afin que dans le contentieux qui est attendu, que ce genre de contradiction ne puisse plus se produire. Alors, si vous avez un citoyen qui est face à une difficulté, on va marquer d'abord un break. On marque un break avant de revenir. Pour des déplacements en toute sécurité avec le soutien de MTN, le ministère des Transports vous recommande de voyager à bord des bus équipés des caméras Iman Driver. Pour plus d'infos, appelez le 80 98. On va terminer avec deux autres questions sur les voies de recours dans les contentieux administratifs et électoraux au Cameroun. Quel est le premier réflexe qu'un citoyen devrait avoir lorsqu'il se sent lésé par une décision d'une autorité administrative? Le premier réflexe, c'est s'assurer que l'autorité administrative a effectivement violé ses droits. Une fois, il faut donc, et puis on ne peut contester les décisions que devant le tribunal administratif. Mais il y a un préalable, c'est-à-dire soumettre la difficulté à l'autorité administrative en question pour lui demander de régler le problème, faute de quoi vous retrouverez devant le juge administratif. Ça, c'est ce qu'on appelle le recours gracieux préalable. Donc, si une administration, une autorité administrative a violé vos droits dans un acte, vous le saisissez pour lui demander de retirer son acte, parce que ça, en lui expliquant bien sûr les raisons de droit pour lesquelles vous sollicitez. Bon, si il reconnaît que vous avez raison, il retire l'acte, il n'y a plus de procès. C'est simplement au cas où il refuse de s'exécuter que vous serez obligé d'amener le dossier au tribunal administratif. Alors, quel message souhaitez-vous laisser aux jeunes, du moins à la jeune génération de juristes qui s'apprêtent à exercer dans les tribunaux administratifs, que vous avez certainement aidé à mettre en place? Disons que s'il y avait un conseil à leur dire, c'est que le tribunal administratif semble offrir des espaces d'épanouissement. Parce que de plus d'épanouissement par rapport au contentieux judiciaire. À savoir que c'est un droit transversal, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous mettez à l'exercer, vous êtes obligé de fouiner pratiquement partout. Et comme je l'ai dit, au-delà du texte national, vous avez la possibilité de chercher la solution à votre litige dans la Constitution. Et vous pouvez même aller au-delà de la Constitution pour chercher les problèmes, les solutions dans les principes généraux de droit et même dans les conventions ratifiées. Donc, moi, je crois que sur le plan intellectuel, ça donne beaucoup plus ça élargit l'angle des recherches et de la recherche des solutions pour les litiges qu'on peut avoir devant soi. Oui. Parmi aussi, on va dire un mot sur les fondements divins du serment, le cadre du magistrat. Une nouvelle édition revue et actualisée depuis 2026. Pourquoi avoir choisi de lier le serment au qualificatif divin,
Le serment n'est-il pas avant tout un engagement purement républicain et même laïque? Non. Le serment, lui, il se rencontre dans la société, dans diverses circonstances. Ça peut être à l'église, ça peut être... C'est d'abord avant tout un engagement, une promesse de faire telle ou telle chose. Quand on a parlé de divin, c'est parce que Dieu s'est invité dans l'administration de la justice à travers le serment. Parce que à sa sortie de l'ENAM, le jeune magistrat, il doit prêter serment devant Dieu et devant les hommes. Et ce qui a suscité ma curiosité, c'est que pendant tout le cursus, il ne reçoit aucun enseignement sur Dieu, ni sur une quelconque religion. Et puis après un temps, quand on se dit, comme nous sommes dans un environnement laïque, ce qui suppose que l'État s'engage à être neutre vis-à-vis des religions, on peut quand même se demander de quel Dieu il est question dans le serment du magistrat. Parce que le musulman, il a son Dieu qui se trouve dans le Coran. Le chrétien, il a son Dieu qui se trouve dans la Bible. Les adeptes de la religion traditionnelle, ils savent où se trouve leur Dieu, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, on a l'impression que c'est une voie ouverte à chacun, c'est-à-dire de comprendre Dieu comme il l'entend, et puis selon ses convictions. Et je dis donc, quand vous prenez des magistrats, certains ne croient même pas en Dieu, d'autres sont musulmans, d'autres sont chrétiens, ainsi de suite, ainsi de suite. De quel Dieu est-il question dans ce serment du magistrat? D'ailleurs, vous avez consacré pratiquement une partie de l'ouvrage à l'origine historique du serment. Vous allez dans la Grèce, la Rome, la Bible. Alors, selon vos recherches, que reste-t-il aujourd'hui de cette dimension sacrée dans les tribunaux modernes? La dimension sacrée demeure. Puisque quand j'essaie d'analyser, après, quand vous réfléchissez, vous dites, mais pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ont choisi de faire prêter les serments devant Dieu aux magistrats sans s'intéresser à leurs croyances religieuses? Mais quand vous prenez du recul en voyant ce qui s'est passé dans l'histoire de la magistrature française, vous vous rendez compte que, en fait, il s'est rendu compte qu'on ne peut valablement rendre justice sans s'appuyer sur Dieu. Puisque juger ses semblables, c'est un acte pratiquement, une mission surhumaine. Donc, celui qui juge, en comptant sur ses propres forces, il ne peut pas juger comme le jugerait comment ça dit encore, le juste juge. Donc, les pouvoirs publics se sont dit, pour bien juger, il faut s'adosser sur le divin, quelle que soit la dénomination et autres. Donc, je crois que le grand message que les pouvoirs publics ont voulu adresser aux juges, c'est qu'ils comprennent que la mission qu'ils sont appelés à exercer est d'abord divine, et que pour bien l'exercer, il faut s'appuyer sur ce que recommande le Dieu ou le divin relativement à leur fonction. Vous abordez quand même un sujet assez courageux, je veux dire que sur la corruption, le juge et la corruption. Quel est le regard que vous jetez globalement sur cette pratique dans nos tribunaux? Bon, disons que ce soit dans les tribunaux ou dans la société entière, il est de notoriété publique que toute la société entière est gangrénée. Est concernée, oui. Et n'ayant pas fait, comment ça dit encore, il y a des canaux officiels qui ont fait des recherches sur le sujet et qui ont mis sur la place publique les résultats de leurs recherches. Je pense notamment à la CONAC. La CONAC, oui. Et donc, la CONAC qui a fait beaucoup de rapports à ce sujet et ont même fait des suggestions à l'autorité suprême. Donc, personnellement, il ne me revient pas de mal dire ce que la CONAC a si bien dit, avec des preuves à l'appui, et en suggérant même des solutions permanentes de ces magistrats. Qui ne s'enracinent pas dans un seul endroit, un seul lieu, qui ne soit pas très connu.
Ou qui ne se familiarisent pas avec le Justement, le je grand crois que public. c'est dans cette optique que lui, il proposait donc que dans les réformes, qu'on puisse penser à une mobilité permanente du personnel. Alors, je pense que vous avez quand même aussi, à travers une métaphore, proposé ce que doit être un magistrat. Pour vous, le magistrat doit être le sel et la lumière de la magistrature. C'est-à-dire Ça, c'est une posture purement chrétienne. Parce que le chrétien dans la société doit être le sel et la lumière de la société. Pourquoi? Parce que la lumière qu'il a reçue de Dieu et de Jésus devrait pouvoir l'amener à éclairer l'environnement dans lequel il se trouve. Et je dis donc que si un magistrat est un chrétien, c'est que sa vocation, c'est d'éclairer le corps dans lequel il se trouve à travers la lumière qu'il a reçue de Dieu. Alors, s'il fallait conseiller absolument à ceux qui nous écoutent en ce moment, pourquoi est-ce qu'il faut lire absolument les fondements divins du serment, le cas du magistrat? Peut-être d'abord le public, on imagine bien que ce sont des confrères et pas nécessairement le grand public. Il faut, moi je pense, ça c'est une opinion, il faut lire ce livre pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dieu, paradoxalement, est présent dans la magistrature à travers le serment. Et le constat qu'on a fait, c'est que à tort ou à raison, beaucoup d'acteurs de la justice ont perdu de vue cet aspect. Et si donc les pouvoirs publics ont tenu à ce qu'ils prennent cet engagement devant Dieu, ça veut dire que l'interpellation, c'est que eux tous ils comprennent que ce soit le juge qui prête serment, que ce soit n'importe qui prête serment, qu'ils sachent qu'un engagement pris doit être respecté. Faute de quoi, les conséquences du non-respect des engagements devront nécessairement s'en suivre. Et donc, si vous permettrez, on dit, celui qui craint Dieu, nécessairement, il se soumet à l'État et la société entière en sera bénéficiaire. Donc, moi, je me place dans la posture d'un chrétien pur et convaincu, mais il n'en demeure pas vrai que même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui croient quand même à des dieux, ils devraient savoir qu'ils devraient s'appuyer sur le Dieu qui en tout cas, qui a créé toutes choses, auquel ils croient, pour pouvoir se mettre au-dessus du commun. C'est-à-dire qu'il y a de la transcendance, comme il est dit dans le livre, dans leurs actions. Et ainsi, il devra avoir une différence entre ceux qui ont pris l'engagement devant Dieu et ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, je rappelle que c'est dans le cadre de l'anniversaire, le 60aire des éditions Clés, que nous vous recevons, et surtout, vous avez rendez-vous avec le grand public demain. Demain, c'est à 11h précisément, pour échanger sur vos livres, votre travail. 60 ans plus tard, et on l'a bien vu aussi, vous avez pratiquement rédigé, pas pratiquement, toutes vos publications, c'est aux éditions Clés. Pourquoi ce choix éditorial? Disons que je suis infiniment reconnaissant vis-à-vis des éditions Clés, parce que mon tout premier manuscrit, quand je le leur présentais, je n'étais pas sûr de pouvoir obtenir l'accord de publication. Et une fois qu'ils ont accepté et publié, ça m'a rassuré en ma capacité de pouvoir publier. Et c'est ainsi donc en 12-13 ans, j'ai à mon actif au moins 13 publications. Et donc ils m'ont d'abord donné, ils ont été pour moi un mentor en publiant mon premier ouvrage. Et de deux, ils ont cette faculté de rendre les ouvrages disponibles une fois qu'ils sont déjà publiés. C'est-à-dire qu'au moment où l'ouvrage est publié, il est déjà disponible. Et parfois, vous rendez compte que les prix sont moindres par rapport
à ce que pratiquent certaines maisons d'édition. Donc c'est un ensemble de choses qui m'ont amené à rester fidèle à la maison d'édition, les éditions clés. On va dire rendez-vous pris pour demain 11h. Rendez-vous demain 11h. Oui, pour l'échange, je rappelle que vous êtes magistrat du 4e DRA depuis l'année 2013. Je rappelle également qu'en ce moment, vous êtes juge au tribunal administratif de Garoua. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Le reste des échanges, c'est nécessairement demain. Merci beaucoup pour l'accueil qui m'a été fait. Je crois que j'espère avoir d'autres occasions pour visiter vos studios et échanger davantage avec vous. Merci. À présent, nous nous tournons vers Parfait Tabapsi. C'est un journaliste culturel à la notoriété bien établie. Il est avec nous pour parler notamment de ce concours d'écriture, de reading contest, de lecture,